Eh ben, écoutez, bonjour. On va attaquer un sujet qui réunit, en fait, je pense, deux questions qui vont animer nos 45 minutes de discussion. Le premier, c'est datalogie. Datalogie, data, tout le monde sait ce que c'est. Données, pétrole du 21e siècle, nous dit-on, on va en parler. Et logie, science, donc datalogie, science des données. Et on va voir à quel point l'émergence du big data et de l'intelligence artificielle sont clés aujourd'hui. Et donc, on a un besoin qui naît et qui paraît à peu près évident. Et on va être là pour expliquer les raisons de cette évidence. C'est la normalisation. Donc, du coup, on a réuni quelques experts à la fois de la normalisation, des industriels, voire des consultants qui s'intéressent à ces questions d'intelligence artificielle. Et on va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Jean-Marc. En quelques mots, dis-nous qui tu es et pourquoi tu es là. Voilà, Jean-Marc André, je dirige le pôle Mont-Blanc Industrie qui est en train de se rapprocher de Viameca dans le cadre d'un pôle de compétitivité qui s'appelle SIM, autour de la mécanique en Auvergne-Rhône-Alpes. On s'est rencontré avec Jean-Michel lorsqu'on a déjà fusionné avec le e-cluster l'année dernière. Absolument. Et on a deux sujets effectivement qui nous préoccupent depuis les débuts du pôle. C'est la mesure de la performance industrielle. Et en fin de compte, comment on arrive à transformer l'entreprise. Transformer l'entreprise, aujourd'hui, on a toujours été dans la transformation d'entreprise, mais aujourd'hui, on dit transformation numérique. Et on s'est rencontrés sur ces deux sujets avec le e-cluster. Absolument. Bonjour, Olivier Constant. Moi, je suis délégué régional du groupe AFNOR en Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe AFNOR, je referai peut-être la présentation rapide tout à l'heure, juste pour dire qu'on est donc présent sur l'ensemble des régions, au-delà d'être présent bien sûr au niveau national et international, mais on y reviendra juste après. Oui. Alors moi je suis Fatma Ben Salem, je suis chef de projet en normalisation. AFNOR est présent dans l'ensemble des régions, mais aussi sur l'ensemble des sujets, et j'en représente plusieurs domaines en tout cas aujourd'hui. Dont un en particulier dont on va parler particulièrement autour de cet événement. Je suis en charge notamment des questions autour du management des ressources humaines. Vous allez dire que ça n'a pas de relation avec notre sujet, mais un petit peu quand même. De la formation professionnelle avec toute la réforme qui est en place aujourd'hui. J'ai d'autres sujets, dont le sujet de la métrologie et le sujet de la datalogie qui émerge aujourd'hui et sur lequel on va partager ensemble. Je suis Philippe Weiss, donc je suis un industriel de la société Forêt Creux. Je suis responsable qualité, sécurité et environnement dans cette entreprise. On est une entreprise de métallurgie. On met en forme des matériaux métalliques à destination de plusieurs applications, outillage médical et autres. Et j'interviens essentiellement au niveau de la métrologie. Je connais Jean-Michel depuis maintenant plusieurs années, parce que c'est lui qui m'a appris à voir la métrologie autrement et on sera amené à en reparler. Bonjour, Michel Rosa. J'ai travaillé pendant des années dans le monde du test pour réaliser des bancs de test, notamment pour l'automobile, mais pas que. Et j'ai constaté que ces équipements qui faisaient l'acquisition de beaucoup de données, finalement, on se servait de ces données que pour dire si le produit était bon ou mauvais pour pouvoir être prêt à être livré. Et puis toutes les autres données qu'on avait, ma foi, elles ne servaient à pas grand-chose. On ne les remontait pas, on ne s'en servait pas. Donc depuis 3 ans maintenant, j'ai créé une entreprise où j'essaye de proposer aux clients de se servir de ces données, parce que on parlait tout à l'heure de l'or noir du 21e siècle. Il y a beaucoup d'informations qui permettraient certainement de produire mieux et pas seulement de se contenter de livrer des produits bons ou mauvais, mais, enfin surtout bons, mais d'améliorer cette production. Donc mon entreprise essaye de se mettre entre le client, son besoin, et différents fournisseurs qui aujourd'hui, il y a des mécaniciens, il y a des gens qui font du soft, des gens qui font de l'électricité. Donc c'est pour ça que la société s'appelle Cochac, c'est pour collaboration, partage d'expertise. Voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, les données et leur sens m'intéressent d'autant plus que les algorithmes qui arrivent aujourd'hui ont besoin de données très pertinentes. Merci Michel. Fabien. Bonjour à tous, donc, je suis Fabien Tagon, data scientist chez Fimeca Engineering à Clermont-Ferrand. Fimeca, c'est une société d'ingénierie en simulation numérique, mécanique et data science. Donc moi j'ai une formation et une expérience d'origine en mécanique des fluides, en simulation numérique de mécanique des fluides.
Et j'ai pris en marche le train de la data science il y a 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, je m'intéresse à des applications diverses de la data science pour l'industrie, comme l'optimisation de la qualité de production ou de la maintenance prédictive. On est entre autres intervenu avec, chez Forêt Creux, on a travaillé avec Philippe Weiss. Et voilà. Très bien, merci. Bon, et moi-même, qui vous tourne le dos pour des raisons techniques, bien malheureusement, mais je vous vois quand même dans l'écran. Donc Jean-Michel Pou, j'interviens ici, j'anime cette table ronde en tant qu'ambassadeur pour l'Alliance Industrie du Futur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je suis par ailleurs aussi président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Deltamu, dont la spécialité est la métrologie, donc la science des mesures, et qui forcément évolue aussi, puisque l'utilisation des mesures, comme ça a été dit par Michel et Fabien, va prendre d'autres sens dans les années qui viennent. Alors, j'ai dit 2 mots, datalogie, normalisation AFNOR. Je pense, Olivier, qu'on va profiter de ta présence pour que tu nous expliques un peu plus ce qu'est AFNOR, parce que tout le monde connaît le mot AFNOR, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, je ne suis pas tout à fait convaincu que tout le monde y mette les mêmes activités ou les mêmes services rendus à l'industrie. Tu vas nous expliquer tout ça. Oui, en quelques mots, donc, le groupe AFNOR est en fait une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, et nous sommes l'opérateur de la normalisation en France, et on va décliner en fait un certain nombre de missions, au-delà justement d'être l'opérateur qui aide l'ensemble des entreprises, des organisations à mettre en place des documents normatifs, quels qu'ils soient, assez variés, pour leur permettre en fait d'améliorer d'une manière générale leur performance et la performance globale. Donc nos métiers, c'est la normalisation déjà, et on reverra ça avec Fatma, pour accompagner l'ensemble des organisations et entreprises qui ont besoin de documents. En fait, la normalisation, avec la mondialisation, c'est relativement amplifié, puisqu'on a eu à la fois une relation avec les fournisseurs de plus en plus compliquée, complexe, avec des produits, des échanges de plus en plus complexes, avec aussi des fournisseurs qui sont de plus en plus loin, avec lesquels il faut que l'on ait un dialogue. Et cette complexité nécessite, et je pense que ce mot reviendra plusieurs fois, de la confiance. Parce que si on veut travailler avec des gens, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut se mettre d'accord sur que sont les choses et comment cela doit fonctionner. Donc, premier élément, c'est cet élément fort de confiance. Et nous accompagnons bien sûr derrière les organisations pour la formation, savoir utiliser les normes, et puis derrière pour la certification, pouvoir prouver qu'on est bien en adéquation avec ces documents normatifs. Je voudrais juste, si on pouvait se rappeler 2-3 mots de mon intervention, parce que souvent voilà, il y a des confusions. La norme est d'usage volontaire. Les normes, ça va y revenir, c'est cher à Fatma également. Et voilà, les normes qui sont produites dans le cadre d'AFNOR et de la normalisation sont d'usage volontaire. Il faut savoir en France, il y a seulement 1% des normes qui sont d'usage réglementaire parce qu'elles ont été mises dans le corpus de la réglementation par l'État. Voilà. Sinon, 99% des normes sont d'usage volontaire. Vous les utilisez parce que vous en avez besoin et parce qu'elles vous sont utiles dans vos relations. Alors, je sais déjà ce qu'ils vont penser, à peu près normalement. Oui, les normes sont d'usage volontaire, mais précisons quand même, sauf si on est... Et elles deviennent obligatoires quand on a dit qu'on voulait les suivre. Soit on l'a dit de façon volontaire, par exemple, je veux être certifié ISO 9001, c'est volontaire. Soit mon client m'a dit, vous devez appliquer cette norme, qui est volontaire, mais à partir du moment où j'ai pris pour... Oui, mais la différence, c'est que c'est le marché qui le demande. Parce que dans une relation, on se dit comment je vais avoir confiance. Voilà, une entreprise qui est ISO 9001, j'ai un peu plus confiance qu'une entreprise qui n'est pas capable de me démontrer comment elle fonctionne. Mais c'est le marché. Et c'est quelque chose d'important de bien penser aussi que la normalisation, elle est faite par les acteurs. Les entreprises, bien évidemment, les industries qui font les documents normatifs. Nous avons quand même, dans l'esprit toujours, bien évidemment, et c'est dans notre métier, de veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes, qui ne sont peut-être pas au début autour de la table, soient aussi respectées, je dirais, par les documents qui vont sortir. Donc, volontaire, issu du consensus, ce n'est pas la phare d'empoigne, c'est le consensus qui va permettre de se dire c'est la meilleure solution que nous avons élaborée au jour d'aujourd'hui au niveau des technologies qu'on peut mettre en place. Confiance, consensus, c'est des mots aussi importants.
Et puis, bien évidemment, nous sommes l'opérateur au niveau français, mais nous sommes le représentant de la France au niveau européen, dans le CEN, et au niveau international, au niveau de l'ISO. Donc participer à des commissions de normalisation, être un acteur de la normalisation, c'est être au milieu, bien sûr, de ses concurrents, mais aussi de ses partenaires, et puis aussi de s'engager, d'être prêt pour aller à l'export, notamment, et pour avoir une bonne conscience de qu'est-ce que c'est que le marché, pour se retrouver aussi, quand on va aller à l'export, parce que n'importe quelle PME aujourd'hui fait de l'export, de se dire, attention, comment est le marché en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, et comment je dois me préparer pour y aller. Donc absolument, merci. Je pense qu'Olivier, là, c'était clair. Donc moi, les 3 mots, hein, on est d'accord, c'est 1, volontaire, c'est-à-dire j'utilise les normes si je veux, mais je peux dire oui à quelqu'un qui me dit qu'il faut que j'utilise, évidemment. Mais c'est volontaire, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'utilise une norme, ça veut dire que quelque part, je suis dans les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, elles viennent du fait que cette norme a fait l'objet d'un consensus. J'ai dit les 3 mots, mais je pense que Fatma va en rajouter en tant que chef de projet. Alors, je vous connais bien, Fatma, puisqu'on travaille beaucoup ensemble à la commission métrologie. Donc, je sais quelle est l'importance de la réalisation de ce consensus. Et donc, je pense que c'est important pour que tout le monde comprenne bien comment ça s'élabore, comment ça marche une norme. Alors, effectivement, beaucoup de choses ont été dites, mais d'abord, qu'est-ce qu'une norme? La norme est un document de référence. Mais qu'est-ce qui lui donne ce statut? Elle est élaborée par un organisme reconnu au niveau national et chaque pays a son organisme de normalisation. Il en existe un par pays. En France, c'est l'AFNOR. Chaque pays aura le sien avec ses dénominations, le DIN Allemagne, le BSI pour l'Angleterre, etc. La norme est le consensus entre les parties prenantes sur un sujet, entre les acteurs concernés. Nous sommes là en tant qu'organisme de normalisation. Notre métier est de veiller, lorsqu'on nous saisit pour élaborer une norme, à vérifier que les règles de la normalisation, qui sont des règles internationales, sont respectées. Autrement dit, ce document n'est de référence que parce que son élaboration le permet et lui donne cette crédibilité-là. Alors, finalement, comment fait-on une norme ? La norme, n'importe qui d'entre vous, dans la salle, en tant qu'acteur économique, vous pouvez solliciter l'AFNOR et lui demander de réaliser une norme sur un sujet donné. Pour autant, il faut en vérifier la pertinence et la faisabilité. C'est notre rôle. Donc on instruit les dossiers, on instruit les demandes de façon tout à fait transparente, c'est-à-dire que lorsqu'un sujet est porté en normalisation, l'ensemble des acteurs économiques en France est averti de notre démarche. Et chacun peut apporter un avis, peut exprimer parfois une objection et en tout cas y participer s'il le souhaite. Donc là, la transparence, c'est une des vertus majeures de la normalisation, en plus de ces règles techniques de fonctionnement. Donc, une fois que les conditions d'instruction sont réunies, c'est-à-dire qu'on valide le fait que le sujet est suffisamment intéressant pour un large volant de du secteur concerné ou de l'activité, eh bien, nous créons une commission de normalisation. Les commissions de normalisation sont constituées de personnes qualifiées. Je sais que Jean-Michel Poul n'aime pas beaucoup le terme d'expert, mais en tout cas, ce sont des personnes qualifiées. C'est-à-dire qu'elles ont suffisamment d'expérience pour pouvoir s'exprimer sur un sujet. Notre rôle est de veiller à ce que l'ensemble des parties intéressées, parties prenantes au sujet, soient bien représentées dans le tour de table. Quand on constate un manque dans la cartographie de la commission, finalement, notre rôle, c'est d'aller les chercher, hein, donc de convaincre et de les faire participer par un biais ou un autre. Alors, de façon physique en commission de normalisation, par des contributions à distance, et ils ont également la possibilité, lors des consultations, puisque les normes, on lance la réalisation de la norme, donc on a un rôle tout à fait complémentaire, nous, AFNOR et la commission de normalisation. La commission, elle propose le sujet, on vient de le voir. Elle élabore le projet, c'est son rôle. Elle décide sur le projet. Elle a le pouvoir de décider lors des consultations que nous engageons et elle l'applique lorsque le document est publié. L'AFNOR, son rôle est d'accompagner le processus. Elle gère les travaux, un chef de projet, c'est un petit peu son métier, mais elle s'assure que les règles sont respectées, que la parole de chacun est bien entendue, que ce qui est exprimé est bien pris en compte. Donc notre rôle, il est majeur dans le respect des procédures de normalisation.
Une fois que le travail est achevé, nous transmettons le document finalisé en enquête publique. Là encore, n'importe qui d'entre vous pouvait consulter les documents finalisés, les lire et apporter des commentaires, des observations, voter pour ou contre. Et nous tenons compte de tout. On a eu cet exercice en début de semaine sur un projet en métrologie. Nous avons l'obligation d'examiner l'ensemble des commentaires, observations reçues, ensuite d'amender le texte avec les observations qui y sont retenues. Et le document final est envoyé ensuite en homologation avant d'être publié et ensuite appliqué par le marché. Donc, les normes sont des documents collaboratifs élaborés dans des instances collectives dédiées sur la base du consensus accord général, on vient de le dire. Hein, et voilà. Et ce sont aussi des documents vivants qui sont régulièrement revisités pour être réadaptés aux pratiques du moment. Voilà, c'est tous les 5 ans pour une norme et il y a d'autres statuts et d'autres conditions de révision. Alors merci Fatma. Alors moi là on a parlé normes, il va falloir qu'on parle aussi datalogie. Mais ce que je retiens là de votre intervention, et c'est important je pense pour tout le monde, ce n'est pas l'AFNOR qui écrit les normes. Les normes sont écrites par les industriels qui vont les utiliser. Et que du coup ces industriels peuvent tout à fait participer à l'élaboration de la norme, soit en étant actifs dans les groupes de travail qui vont rédiger, qui vont discuter jusqu'à obtenir un consensus, soit par le biais d'une enquête publique, et ça c'est assez remarquable. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans une norme NF, on peut répondre à une enquête publique sans être absolument adhérent de l'AFNOR et sans être expert d'aucune commission de normalisation. On peut répondre, et arrêtez-moi si je me trompe, mais si on motive des commentaires, et surtout des commentaires qui viennent un petit peu titiller les gens qui les ont rédigés, on est théoriquement invité à la réunion de dépouillement pour venir les défendre à l'oral de manière à ce qu'ils soient pris en compte. Donc c'est vraiment un processus collaboratif et donc du coup chacun a intérêt, en tout cas les acteurs d'un marché, à s'investir dedans. Alors maintenant le mot datalogie, simplement parce qu'il y a un marché clairement qui émerge, il suffit de parcourir les allées de Smart Industry, enfin de Global Industry en général, et on va voir à quel point le numérique a pris une place considérable. Il y a quelques années en arrière, et quand je dis quelques, c'est 3 ou 4, ça balbutiait, on commençait à peine à en parler, on voyait bien qu'il allait se passer quelque chose. Aujourd'hui, de fait, il se passe un bouillonnement autour de toutes ces data sciences dont nos experts vont nous parler tout à l'heure, et les utilisateurs. Et donc, du coup, émerge assez naturellement, finalement, et la preuve, c'est qu'on a, quand on a évoqué la possibilité de créer de la normalisation autour de ça pour qu'on puisse se comprendre, qu'on utilise les mêmes mots, qu'on ait des choses en commun pour pouvoir travailler ensemble, voire être concurrents, bien évidemment. Hein, dans un comité de normalisation, il y a forcément des concurrents. Du coup est venu le mot datalogie, donc on a inventé un mot. Fatma, il se passe quoi maintenant ? Alors, effectivement, la révolution numérique a traversé notre économie. Hein, on l'a vu avec la finance, le commerce, le big data. L'industrie, fatalement, a été aussi impactée par cette révolution et doit revisiter ses pratiques. Donc la métrologie, la normalisation en métrologie, qui à l'origine, dans les années 86, avec les premières normes qualité, répondait à des exigences pour les industriels de conformité, de pouvoir tracer l'incertitude, les étalonnages, etc. C'était une préoccupation qui correspondait à un moment donné de l'histoire de l'industrie en France. Aujourd'hui, la révolution numérique nous invite à revoir ces nouveaux enjeux et à les traiter de façon spécifique. Donc nous avons aujourd'hui une commission de métrologie qui élabore des normes depuis... alors moi je suis très nouvelle sur le domaine, ça a moins d'un an, mais ça remonte à pas mal d'années, les années 86, oui, enfin, moi j'étais pas là au début. Hein. Oui, 86. Donc aujourd'hui il est clair que cette commission, elle est en charge d'un sujet qui est vivant, qui évolue, on révise les normes, on était encore autour d'une table cette semaine sur ces sujets-là, mais sur les nouvelles problématiques de sciences de blockchain, etc. Je pense que là, le sujet est de trouver de nouvelles réponses aux enjeux des entreprises aujourd'hui. Et pour cela, il faut créer une nouvelle commission. On l'a appelée de façon thématique datalogie, science des mesures, des données et de la mesure, pour nous concernant. Je ne sais pas si on va garder ce nom datalogie jusqu'au bout, parce que je crois qu'il est déposé quelque part, non ?
Du coup, je ne pense pas. En tout cas, non, il est joli. bon, il est Moi, joli, il il me plaît correspond bien. En tout Il cas, correspond bien à notre sujet. on vérifiera ça. Notre rôle, c'est de nous assurer qu'on a un tour de table. Et donc là, on a pu échanger avec certains d'entre vous. Il y a un intérêt pour le faire. Il faut qu'on embarque cette nouvelle thématique pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et je vous inviterai, je pense, dès le fin mars, à une consultation pour recueillir... donc ça, c'est global et c'est général en France, les avis des industriels pour voir si ce sujet est pertinent, s'il répond à des enjeux et à des préoccupations qui sont les vôtres, et comment adresser ces nouvelles questions sur la méthode de l'instruction d'une commission de normalisation telle que je vous l'ai présentée plus avant. Très bien. Alors là, vous ouvrez la porte à ma question à Philippe, puisque bon, Philippe, on se connaît depuis longtemps, on va se tutoyer. Là, tu es l'exemple type de la personne qui est rentrée dans l'industrie à une époque, on va dire ISO 9001, métrologie, conformité, étiquette verte. Hein, t'adores mon terme de couleur d'étiquette. Et du coup, on a effectivement fait un galop d'essai ensemble sur la data science, grâce à Fimeca notamment, Fabien en parlera sûrement. Et du coup, quand on a parlé de datalogie et qu'on a dit qu'il fallait que la perception des données, et notamment des données mesurées dans l'entreprise, évolue et qu'il y avait des choses à faire, tu as répondu présent, tu as dit bah, bien sûr, c'est une évidence. Oui, c'est Alors une évidence. explique-nous pourquoi tant d'enthousiasme. Alors pourquoi c'est une évidence la métrologie dans les entreprises aujourd'hui, elle se limite trop souvent à la gestion d'un planning d'intervention, d'étalonnage et de vérification. C'est la principale demande de nos auditeurs aujourd'hui. Avec l'émergence des nouvelles technologies connues sous le nom de l'industrie du futur, la mission des métrologues, elle va indiscutablement changer du fait des nouvelles capacités, des nouvelles technologies émergentes, essentiellement au niveau de l'exploitation des données, qu'on appelle data science, la science des données. La science des données aujourd'hui nous permet d'explorer et d'analyser des données et de les transformer en informations. Et ces informations-là nous permettent de pouvoir aujourd'hui surveiller nos procédés. Chez Forêt Creux, aujourd'hui, on a investi très récemment pour pouvoir industrialiser un procédé d'extrusion pour pouvoir capitaliser ces informations, ces données et les transformer en informations. Et ça nous sert aussi aujourd'hui à surveiller la qualité de nos produits et de nos services. Donc avant tout ça, la data science nous permet aussi de pouvoir rendre nos prises de décision beaucoup plus intelligentes et donc nos entreprises plus performantes. De ce fait, la data science devient une compétence absolument incontournable à maîtriser. Et je pense que là, tu seras bien placé pour pouvoir en parler. Michel aussi, je pense. Pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, on est très intéressé. Et le fait de travailler dans un groupe de normalisation aujourd'hui nous permet de pouvoir rester informés, de nous tenir informés sur ces évolutions technologiques et de construire des bases de travail communes, puisque on est au cœur de l'utilisation et au cœur de nos industries. On a besoin de pouvoir partager et apporter cette expertise, cette expérience pour les écritures normatives. Et par ailleurs, donc, le fait de s'investir dans la normalisation, c'est aussi pour nous bénéficier de l'image de marque que est l'AFNOR et qui est pour nous une référence. Et c'est ce qui est très important pour nos auditeurs et surtout pour nos clients aujourd'hui. Oui, je pense que ça c'est important. Vous avez de la chance de travailler pour une maison dont le nom est associé au mot confiance, c'est sûr. Certains disent aussi quand même, des fois c'est un peu embêtant de respecter les normes. Mais il y a quand même cette notion de confiance qui revient tout le temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va travailler dans une commission de normalisation et qu'on dit qu'on est expert AFNOR, du coup ça prouve au moins qu'on s'intéresse, qu'on essaye de faire un peu de prédictif, de proactif. On essaye de deviner ce qui va se passer, en tout cas on s'y informer. Et tout ça dans un environnement qui est bien sécurisé. J'ai entendu un truc vraiment intéressant, c'est qu'en commission de normalisation, on est un tour de table composé et on va apporter quelque chose au débat. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on va apprendre énormément de ses pairs. Et ce partage-là, c'est ça qui fait finalement la confiance et la qualité du résultat, c'est que chacun apprend de ses pairs. On n'est pas seul dans cette démarche-là et on apporte également ce qu'on a pu faire de bien sur le sujet.
Absolument. Ça, c'est sûr. En fait, effectivement, on contribue à ce que devient le métier, la profession, et on se nourrit aussi de ce que les autres pensent et de leurs compétences pour avancer. Jean-Marc, le temps passe à une vitesse folle. J'avais dit que ça passerait vite. Bon, d'abord, félicitations, parce que quand même, un petit mot pour dire qu'un gros travail a été fait par le pôle Mont-Blanc Industrie de manière à pouvoir reconduire son statut de pôle de compétitivité. Ce travail, il a quand même, là encore, poussé le collaboratif très loin, puisque le pôle Mont-Blanc Industrie s'est rapproché de Viameca pour créer une association qui s'appelle SIM et qui est labellisée dorénavant pôle de compétitivité. Donc félicitations pour, ce travail et de bon courage pour l'avenir, parce qu'il va falloir construire beaucoup de choses. Et donc, du coup, les données, ça t'intéresse, je le sais, puisqu'on s'est connus à travers ça, tu l'avais dit tout à l'heure. Quand on est directeur général d'un pôle de compétitivité chargé de faire de l'innovation industrielle pour améliorer la performance, en quoi on est intéressé par la normalisation? Alors, dis pas que tu es là par hasard. Pas tout à fait par hasard. Tout d'abord, je voudrais faire un parallèle avec l'AFNOR, modestement. On a parlé de projets collaboratifs. Les pôles, en tout cas, nous, on essaye de faire travailler de manière collaborative les entreprises. C'est des PME chez nous, des PME industrielles au fond d'une vallée. Donc, ce n'est pas toujours simple. Donc, effectivement, on est intermédiaire de confiance pour aller vers l'innovation, mais également pour échanger les bonnes pratiques. Donc ça, c'est un peu le parallèle que je fais. Et puis derrière, effectivement, on a mis en place ce label d'excellence qui est une sorte de référentiel de la performance et qui a pour but de faire croître les entreprises dans une démarche rentable et durable. Donc déjà, il y a un parallèle dans le métier de maïeutique, d'avoir cette confiance qui fait que la PME dit « j'ai un sujet ». Il nous appelle et nous, il ne faut pas rompre cette confiance, il faut trouver une solution. Pour vivre les deux univers, tu as absolument raison. C'est très similaire. Et donc, ça veut dire qu'au-delà de la petite communauté où on a pu être intermédiaire et créer cette confiance, il y a la notion de marque de confiance. On en a parlé. Quelle belle marque, celle de l'AFNOR. On vous jalouse un peu avec notre label, mais évidemment, le sujet, c'est comment on fait que, au-delà du cercle, les entreprises se comprennent entre elles. La norme est évidemment une manière de traduire finalement en code, en une sorte de règle, ce qui est issu de l'innovation. Data Science, toutes nos entreprises savent qu'il y a un sujet sur la transformation numérique. Data Science, elles ne savent pas ce que c'est. Donc c'est important, on parle de datalogie, de pouvoir exprimer ce qu'est la datalogie avec, comment vous disiez, des personnes qualifiées. Voilà. Donc voilà quel est notre sujet. Donc nous, on a travaillé ensemble, cher Jean-Michel, autour de cette formation Data Science. Merci. Oui, donc on peut dire qu'on a effectivement construit ensemble un programme de formation qui donne lieu, la première promotion a démarré en octobre. Il faut qu'il y ait les bons acteurs autour de la table. Moi, j'ai vécu cette première séance de 2 heures que tu as animée avec l'ISIMA, avec l'école Sigma, avec effectivement tous les acteurs privés. Absolument. En 2 heures de temps, ont été construits les têtes de chapitre de la formation. Une formation en alternance de niveau M2 et niveau formation Bac+6, c'est un master spécialisé, reconnu et labellisé par la conférence des grandes écoles. Et puis là, il a fallu prototyper cette formation avec des entreprises industrielles qui savent qu'il y a un sujet, mais qui ne savent pas vraiment quoi. Les 5 entreprises industrielles qui ont été mobilisées sur les 3 jours de prototypage, c'était des entreprises de chez nous, bien sûr Somfy, bien sûr Septéphal, mais également Nicomatic, Exiatif, qui est une PME. Donc des entreprises... Et Pfeiffer, notre premier aventurier. Et Pfeiffer, le premier aventurier, absolument. Donc voilà, ça illustre bien ce qu'est l'intermédiaire de confiance, mais une fois de plus, pour aller vers l'innovation et sur un sujet quand même très important qui est celui de la transformation numérique. Alors, juste peut-être pour préciser ta réponse, et étant impliqué aussi dans SIM, peut-être une chose, c'est que le label que Mont-Blanc Industrie avait développé, qui s'appelle Mont-Blanc Excellence, a été revisité cette année en incorporant la partie data, parce qu'on voit bien qu'il y a une dimension numérisation des entreprises, et donc une nécessité de s'assurer que les entreprises sont bien en train de suivre cette mutation à peu près inévitable, sans quoi on est vraiment en danger en termes de performance. Et donc cette dimension numérique qui a été rajoutée au label justifie d'autant plus qu'on sache de quoi on parle quand on parle de données et qu'on essaye de normaliser tout ça pour se comprendre. Oui, 2 choses. Donc notre diagnostic 360, il a été bien sûr renforcé sur la dimension numérique, mais on a fait un diag numérique spécifique
pour nos labellisés, on l'a construit ensemble d'ailleurs, qui finalement représente l'entreprise depuis le premier contact prospect client jusqu'au recyclage du produit fini. Et on regarde toute la chaîne numérique. Voilà, donc ça, c'est un diagnostic qui permet de challenger l'entreprise sur cette partie-là pour déclencher des plans d'action avec l'ensemble des acteurs que tu avais mis autour de la table sur la data science. Deuxième sujet, dans le cadre de SIM, le label est une bonne pratique qu'on va diffuser dans l'ensemble de l'écosystème de SIM, donc pour l'ensemble des PME industrielles de mécanique d'Auvergne-Rhône-Alpes. La région est contente. Merci Jean-Marc. Alors là, on a entendu parler d'AFNOR, de normalisation, on a bien compris l'intérêt et Jean-Marc le souligne, et on a eu un exemple d'industriel. Je vais passer la parole à Michel maintenant pour qu'il nous explique lui comment il voit les choses. Vous avez, Michel, un profil plus de consultant. Alors on voit bien que vous n'êtes pas dans la data science depuis que vous êtes sorti de l'école. Non. Donc expliquez-nous et expliquez-nous merci de le faire remarquer. le chemin, le pourquoi et pourquoi selon vous ce besoin de consensus par les acteurs qui sont en train d'émerger pour qu'on fasse des choses sérieuses ensemble. Voilà, donc comme je l'ai dit en présentation, je suis autour des machines qui testent. Elles testent soit en laboratoire, soit en production. On fait beaucoup de mesures, des mesures certainement pertinentes puisque les produits qui sortent après, ils sont bien validés. Mais l'arrivée de cette intelligence artificielle dont on parle beaucoup, ça couvre beaucoup de choses, l'intelligence artificielle. C'est plus un terme marketing aujourd'hui que réellement un seul concept. C'est plein de sortes de concepts. Mais malgré tout, on en parle beaucoup. Et dans les hautes sphères des entreprises, ma foi, on fait redescendre une information vers les responsables production ou laboratoire. Il faut faire quelque chose. Et moi, mes interlocuteurs, on me dit, il faut faire quelque chose, mais quoi? Je ne sais pas quoi faire. Donc, bon, alors, on essaye de les accompagner. Ils ont beaucoup de données dont ils se servent relativement peu. Et puis, ma foi, quand on essaye d'aller un peu plus loin, eh bien, ma foi, les fabricants de machines, les fabricants d'appareils numériques, les fabricants, eux, ils remontent quelques données et puis ils sont contents, ils vont pas beaucoup plus loin. Donc, poussé par la mode, poussé par un intérêt que tout le monde sent, on rajoute autour des machines existantes des capteurs, des systèmes qui communiquent. Ça devient très hétérogène. On remonte des informations dans des bases de données très grosses, lointaines, et on essaye d'y mettre des algorithmes extrêmement performants. Mais on n'a jamais vérifié si les données étaient bonnes. Parce que vous avez des fournisseurs d'IoT aujourd'hui c'est pas pour être méprisant là-dessus, mais ils ont un appareil, ils sont plus contents parce que ça s'est connecté sur le réseau que parce que ça fait une bonne mesure. Donc on remonte des données, des fois c'est seulement des entiers, on a oublié la virgule. Pour ces données, parfois elles ne sont pas synchronisées, même en termes d'heures. Pour repérer les informations, ça peut être l'heure. Mais tous ces systèmes, ils n'ont déjà pas la même heure. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à remonter des données cohérentes? Donc on va appliquer des algorithmes performants et on tirera donc des conclusions mauvaises, puisque les données, elles ne sont pas bonnes. Garbage in. Voilà. Garbage out. Donc c'est ce que je constate aujourd'hui. Et alors, il y a un petit exemple que je donne des fois à mes clients. Je vais essayer d'être court. On a essayé d'apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître des chars d'assaut sur des photos. Donc on lui a donné plein de photos à regarder. Et puis au bout d'un moment, elle reconnaissait des chars d'assaut. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Sauf que quelques cas, elle se trompait. Et elle a essayé de comprendre pourquoi elle se trompait dans quelques cas seulement. Et pourquoi ça? En regardant à l'intérieur des algorithmes, on a découvert que toutes les photos qu'on avait présentées à cette intelligence artificielle, il y avait du ciel bleu, c'était par beau temps. Donc en fait, l'intelligence artificielle appelait char d'assaut quand il faisait beau. Et donc quand on lui montrait un char d'assaut quand il pleuvait, eh ben c'était pas bon. Mais là, c'est parce qu'on n'a pas regardé les données pour ce qu'elles étaient. C'est un exemple trivial. Mais donc on peut tirer des conclusions terriblement fausses. Terriblement fausses. Donc aujourd'hui, on a 15 interlocuteurs qui chacun rajoute un IoT par-ci, par-là. On remonte tout ça en vrac avec des formats bizarres, tout différents, des synchronismes qui sont même pas vérifiés, et on espère en tirer de l'information. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'à mon avis, quelque chose qui soit... Alors après, on l'appelle norme, recommandation, comme vous pensez, mais au moins qu'il y ait un guide, que ce gars qui dit « je ne sais pas quoi faire », on lui dit « voilà, démarre par là, il y a ça, ça, ça et ça, et vérifie telle chose ». C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant. On peut souligner que vous avez raison sur l'horodatage des données, c'est essentiel. Enfin, si les datas ne sont pas horodatées, Vous avez aujourd'hui tout un tas de startups, il y en a, allez les voir, ils mettent
est-ce qu'il s'intéresse au process? Est-ce qu'il s'intéresse à ce qu'il mesure? Comment c'est qualifié? Comment c'est repéré? Il y a peut-être un identifiant sur ce produit qu'on fait. Ça intéresse personne. On mesure une température, on mesure une humidité. Comment on la raccroche, on ne sait pas. Ça pourrait être l'heure, mais l'heure, elle n'est pas vérifiée. Elle n'est pas qualifiée. Donc il y a un gros besoin d'organiser ça. Il y a un gros besoin d'organiser ça. C'est le... Bon, j'ai essayé de trouver un mot bien. C'est surtout en vrac, désolé. J'ai des mots qui sont un peu plus triviaux qui me viennent. Mais donc ça mériterait un bon ménage. Et je pense qu'une norme me paraîtrait adaptée. Une ou des normes, parce que là, le champ des questions qui se posent sur la... Moi, je vois juste le problème. Après, bien sûr. Comment il faut formaliser ça, il y a les experts qui sont là. Et donc, du coup, Fabien, alors toi, tu es dans exactement la même problématique que Michel, hein, je pense. Donc, quelle est ta vision à toi? Complètement en phase avec ce qui vient d'être dit sur la qualité des données, hein, les anecdotes de chiffres après la virgule ou de données ou d'heures qui sont pas bonnes, on le vit pas tous les jours, mais presque. Moi, j'ajouterais peut-être des petites choses, c'est qu'effectivement, la première chose dont on aurait besoin, c'est déjà d'un langage et d'un vocabulaire commun. On voit régulièrement en entreprise, voilà, des gens effectivement sentent qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose qui est en train de naître, mais ne savent pas forcément comment l'exprimer ou quelle forme ça peut prendre, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin de fournir en entrée, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre en sortie. Donc il y a un besoin de guide ou de vocabulaire commun à ce niveau-là. Il y a un besoin effectivement au niveau de la qualité des mesures. Bon, ça a déjà été évoqué. Jean-Michel vous en parlera aussi mieux que moi de l'incertitude autour des mesures de grandeur physique. Et il y a un dernier volet pour moi, c'est on dit souvent que le travail d'un data scientist, c'est 80% de nettoyage, préparation des données et 20% de modélisation. Ça peut paraître étonnant, on peut penser que le data scientist il fait des boucles d'algorithmes à n'en plus finir, mais en vrai, au quotidien, ce qu'on fait, c'est énormément de nettoyage et de préparation de données. Et d'où ça vient, ça? C'est que, alors, comme ça a été évoqué, la grande masse de données qui arrive maintenant, elle est très hétérogène, rarement sauvegardée de la même façon. Il y a des soucis sur le redatage. Donc, il y a des problèmes. On est obligé de passer beaucoup de temps là-dessus. Alors que du côté des outils qui vont nous permettre de faire la modélisation, donc, pour citer quelques outils, on utilise beaucoup Python et Scikit-learn. Ces outils-là, les gens qui les développent se sont déjà réunis et associés pour définir un peu une trame, une façon de les coder, déjà une uniformisation, qui fait que ces outils, on parlait de confiance, on est complètement là-dedans, les utilisateurs ont confiance en ces outils. Et il y a une façon de les utiliser qui, même quand les outils évoluent, la façon de les utiliser reste la même. Voilà, on peut garder des process, on peut capitaliser là-dessus. Et donc, ce qui fait qu'on passe très vite. Finalement, la partie modélisation va très vite, alors que la partie nettoyage de données prend beaucoup de temps. Et il y a énormément de temps à gagner sur la data science, sur appliquer aux données la même normalisation ou uniformisation qui est déjà aujourd'hui appliquée sur les outils qu'on utilise de simulation. Donc du coup, si j'entends bien et je comprends bien la problématique, cette normalisation, c'est pas juste un problème de data scientist dont on a besoin, c'est vraiment des guides de bonne pratique pour tous les acteurs du big data, c'est-à-dire de l'IoT qui produit de l'information jusqu'à celui qui va la traiter et être en mesure de vérifier cette véracité dont on a besoin, parce que si la donnée, elle représente pas ce qu'on a envie qu'elle représente, du coup, l'algorithme, lui, il va pas la corriger. Lui, il va prendre pour argent comptant ce qu'on lui dit. Moi, je suis effaré de la vitesse à laquelle passe le temps. Je ne vois pas si on a du monde derrière. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah ben là, je crois que c'est coupé.